parole. Bonjour, bonjour et bienvenue. Donc, la rencontre va durer trois quarts d'heure, une heure. On va arrêter dans une heure, voilà, pile poil. Et c'est Joseph Ghosn, qui est le directeur de la rédaction des Inrecuptibles, un grand magazine culturel en France et très important, qui va animer le débat. Et il va donner la parole aux étudiants qui vont vous poser directement leurs はい。questions. 今日はだいたい1時間ぐらい、12時には遅くとも、こちらの12時はい。なので、日本は19はい。時ですね。19時には、はい。終わらせていただくっていうことで、今回は、ジョゼフさん、ジョゼフ・ゴーンさんといって、フランスの、文化史なんですけれど、はい。レザ・フォキュプティブルという、有名な文化史、月刊なんですけれど、の編集はい。長を務めてらっしゃる方で、彼がそれぞれの学生さんの質問を、えっと、振って、森泉さんに答えていただくっていう、司会、モデレーターの、役を務めるのがジョゼフさんです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Très bien. Eh ben, on va peut-être faire rentrer tous les invités et je fais juste un tout petit mot d'accueil et je te donne la parole, Joseph. はい、じゃあ早はい。速学生さんたちに入っていただくので、一言また、アドリアンさんから、紹介も兼ねて、一言いただいて、その後は、ジョゼフさんが全部仕切ってくださるっていうことです。Je fais entrer les étudiants. Parfait. Bonjour à tous. Alors, vous connaissez le principe. Je vais être très très bref parce que du coup, cet entretien, il va être traduit directement du japonais. Et donc, c'est Takehito Morizumi qui nous fait l'honneur d'être parmi nous pour parler des mystérieux hasards de l'hiver, paru au Lézard Noir. C'est Joseph Ghosn, le directeur de la rédaction des Inrecuptibles, qui est partenaire du prix, qui va animer cette rencontre. Et donc, merci de bien veiller à tous couper vos caméras et vos micros. Et pour prendre la parole, vous connaissez le principe. Vous utilisez le système de lever la main et Joseph vous donnera la parole. Voilà, je crois que Léa, on n'a peut-être pas besoin de traduire mon discours et je donne directement la parole à Joseph. Bonne rencontre à tous. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là. Bonjour Takehito. Peut-être ma première question, elle est relative à vos débuts, au moment où vous avez commencé à dessiner. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes mis à dessiner? Qu'est-ce qui vous a poussé à dessiner et à faire des mangas, de la bande dessinée? はい、早速最初の質問なんですけれど、もとはい。もと森泉さんが絵を描き始めたっていうのはいつ頃で、そして後に漫画家になろうと、志望されたのは、いつ頃なのかっていうのを教えてください。はい。僕が絵を描き始めたのは本当に小さい頃で、それこそ、3歳、4歳、5歳ぐらいからはずっと描いてたんですね。で、絵を描くのが本当に大好きで、小学生の、5年生だから10歳ぐらいまではお絵描き教室という、いわゆるみんなで絵を描いて楽しみましょうという教室に通ってたんです。はい、で、どうぞ。どうぞどうぞ。あ、それで、ただ、中学に、中学受験をするために、その絵画、お絵描き教室をやめなさいということで親に言われて、で、絵を描くことをやめてしまうんですよね。で、僕はそのまま、絵を描くことを忘れていって、中学、高校、大学と進んで、普通に会社に就職をしました。で、25歳の時にふと、僕は絵を描くことが好きだったっていうことを思い出したんです。そこからまた絵を描き始めるようになって、気がついたら漫画家になっていたというわけです。
Alors j'ai toujours aimé dessiner, vraiment dès ma plus tendre enfance. Je pense que mes premiers dessins remontent vraiment à 3, 4, 5 ans. Ça a été une passion, assez vite. Et en fait, jusqu'à 10 ans, je prenais des cours de dessin, donc c'était vraiment un atelier dans lequel, plusieurs enfants se retrouvaient. On prenait beaucoup de plaisir à dessiner et cetera. Seulement mes parents m'ont demandé de renoncer à ce cours de dessin quand il a fallu que je passe, le concours d'entrée dans un collège, parce qu'au Japon, on doit passer des concours pour entrer au collège. Et donc, il a fallu que je me consacre, plus à mes études et j'ai donc finalement renoncé à dessiner à ce moment-là. J'ai ensuite suivi un parcours Ah, scolaire très classique. J'ai suivi un parcours scolaire, très classique. Je suis allée au collège, au lycée, ensuite à l'université et j'ai commencé à travailler, dans une entreprise en tant que salariée. Et c'est vers 25 ans que je me suis souvenue, assez subitement que, j'aimais le dessin, que j'avais toujours aimé dessiner et donc c'est à ce moment-là que je me suis remis à dessiner et puis de fil en aiguille, je suis finalement devenue mangaka. d'accord. Vous êtes né en 1975, je crois. Quels ont été les auteurs de manga ou même de bande dessinée au-delà du Japon importants pour vous et pour votre génération même? はい。森泉さんは確か1975年生まれなんですけれど、ご自身、好きだった漫画家であったり、それは漫画以外にも国際的に例えばバンドデシネであったり、コミックであったり、何か好きなもの、影響されたものっていうのはありますか？僕が一番初めにハマった漫画というと、小学生の時に図書館で借りてきたお父さんと僕っていう漫画がありまして、それはドイツのイーオ・プラウエンが書いた新聞漫画ですね。で、僕はこの漫画が本当に大好きで、図書館の本だったんですけれど、何度も借りて繰り返し読みました。これが多分僕の一番初めにハマった漫画だと思います。Il y a vraiment une, bande dessinée que j'ai adorée, que j'ai beaucoup aimée, que j'ai lue un nombre incalculable de fois quand j'étais encore à l'école primaire. C'est une bande dessinée, allemande, donc ça doit être Mon père et moi, je pense. Le titre, en tout cas japonais, la traduction littérale, c'est Mon père et moi et c'est de Iyo Prawen et c'est vraiment, voilà, la bande dessinée de chevet qui m'a suivie vraiment et que j'ai lue à répétition toute mon enfance. Qu'est-ce que vous y avez trouvé? Qu'est-ce que vous y aimiez? それを読んで、まあどうしてそんなに好きだったのか、その理由っていうのは分かりますか？多分一つは、日常だけれども、僕が、知っている日常ではないっていう、新しい、なんか自分とは違う場所へ連れてってくれるという、そういった感覚だったと思います。Je pense que la première chose, c'est que c'était, des histoires assez quotidiennes, une bande dessinée qui parlait du quotidien, mais un quotidien qui était très différent du mien et je crois que ça me permettait de m'évader et de voyager. Donc voilà, c'est ce livre-là. N'hésitez, juste en aparté, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à lever la main et je passerai la parole évidemment. Peut-être pour continuer, comment est-ce que vous avez développé votre technique de dessin? J'ai lu que vous utilisiez des allumettes ou des cure-dents. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous vous êtes mis à votre technique particulière? 漫画家になられて、今は絵を描く際に爪楊枝を使っていたり、マッチはい。の棒みたいなのを使って描いているっていう、割と独特な手法を使われていると思うんですけれど、はい。そこに至るまでっていうのを、経緯を教えてもらえますか？はい。マッチの棒は使ってなくって、割り箸を使ってます。あとは爪楊枝ですね。で、なんで僕がそういう書き方をしたかというと、もともとは鉛筆で漫画を描いていたんです。で、ただ、鉛筆で漫画を描いていくと、どうしても、描けないっていう時期があったんですよ。どうしても筆が止まってしまって描けない。なんで僕は描けないんだろうと思って、半年ぐらい悩んだんです。で、悩んで分かったのは、僕は目や鼻や口を描きたくないんだってことが分かったんです。どういうことかというと、一番初めに僕はそのお絵描き教室で絵を描くことが好きで絵を描いていたんですけれども、どうしてもその時間の流れみたいなものを描きたくなってきたんですね。で、そうなった時に、じゃあ漫画という形がいいんじゃないかというふうに思って漫画を選んだんです。で、
つまりこれは何を書きたかったかっていうと、物語ではなくってイメージ、詩を書きたかったんですよね。で、詩になると一番大事なものは何かというと、読んだ人が自由に頭の中で想像できる余白だと思うんです。その余白を作るために僕はその顔の表情を描きたくないんだなっていうことが分かったんです。なぜかというと、悲しい顔を描いてしまったらもうそれは悲しい顔でしかないんですけれども、例えば病気になってベッドで寝たきりになっている子供が窓の外を眺めるといったときに、悲しい顔をしているのか、それとも希望を持つ外を見ているのか、憧れているのか、そういったことを読者の人に感じ取ってほしいと思ったんです。なので僕は顔を描きたくないなと思って、シルエットで漫画を描こうと思ったんですね。で、シルエットで描くには鉛筆ではないぞと。日本には墨絵という文化がありますから、その墨絵という形で何か、自分でその新しい世界を作れないかと思って、で水で描いて墨を落とすというその日本画の手法、水墨画の手法ですね、を知って、それで描き始めるようになったんです。でただやっぱりそれだけでは、表現できるものに限界があったので、細かいところは爪楊枝を使って描くっていうことを徐々に徐々に自分の中で発明をしていったんですね。なので僕の中では爪楊枝を使うというのは奇烈なことをしてこう意表をついて驚かそうということではなくって、必然の中で生まれてきた描き方だっていうふうに思っています。はい。Alors, petite précision, ce ne sont pas des allumettes que j'utilise en plus des cure-dents, mais ce sont des baguettes jetables en bois, des baguettes japonaises pour manger. Alors au départ, si j'ai commencé à développer cette technique, c'est parce que assez rapidement, je me suis rendu compte qu'au départ, je dessinais au crayon de bois, mais que à force de dessiner au crayon de bois, il y a eu un moment où en fait j'ai été confrontée à une sorte d'impossibilité de dessiner, de manque d'inspiration. Je n'arrivais plus du tout à dessiner au crayon, et je me suis posé la question de savoir pourquoi. Et en fait, je crois que la raison, c'est que je ne voulais pas dessiner, ou en tout cas j'avais du mal, des difficultés à dessiner les détails, par exemple, d'une expression de visage, que sont le nez, les yeux, la bouche, etc. Et en fait, si je n'avais pas envie de dessiner ça, c'est parce que en remontant à mes souvenirs justement des cours de dessin, etc., je me suis souvenu que ce qui m'intéressait dans le fait de dessiner, c'était d'essayer de dessiner le temps qui passe, c'est-à-dire pas forcément quelque chose qui a trait à une histoire, on va dire, très avec un déroulement très précis, mais plutôt quelque chose qui se rapproche de la poésie, d'une sensation peut-être. Et en fait, dans ces cas-là, ce qui permet, je pense, au lecteur d'accéder à cette poésie, c'est l'espace vacant qu'on va laisser. C'est-à-dire de ne pas, par exemple, présenter une expression de visage très précise, permet au spectateur quelque part de projeter, d'imaginer ce qu'il a envie d'imaginer. Et donc, en admettant par exemple qu'il y ait un enfant étendu sur un lit d'hôpital, si on dessine son visage qui est un visage triste, le lecteur ne peut s'identifier qu'à cette tristesse-là. Alors que peut-être que cet enfant qui est allongé dans un lit, il est effectivement, il peut être un peu triste, mais il peut être aussi plein d'espoir, il peut aussi être complètement admiratif de quelque chose en regardant par la fenêtre. Et donc, je n'avais pas envie, quelque part, d'influencer, on va dire, le lecteur pour qu'il puisse accéder à une plus grande part de poésie. C'est pour ça que je me suis rendu compte que je n'aimais pas dessiner les détails des visages. J'avais plutôt envie de dessiner des silhouettes. Et donc pour ça, la technique du crayon, finalement, le fait de dessiner au crayon me contraignait, me restreignait beaucoup. Et je me suis inspirée des techniques traditionnelles japonaises de dessin, que sont par exemple l'estampes. Il y a aussi cette encre chinoise qu'on va travailler au pinceau, ou qu'on va faire voilà, tomber sur une feuille, par exemple, et à partir de laquelle on va travailler tout en nuances. Donc je me suis à la fois inspirée de ça, inspirée un peu aussi des techniques de l'aquarelle.
Et en même temps, pour dessiner certains détails, parce qu'il y a certaines parties quand même que j'avais envie de dessiner plus précisément, c'est cette nécessité-là qui m'a amenée à prendre des cure-dents ou des baguettes pour pouvoir dessiner justement plus précisément ce sur quoi j'avais vraiment envie de m'attarder en l'occurrence. Donc c'était pas pour être original ou pour sortir du cadre conventionnel du manga, c'était vraiment une nécessité qui a développé cette technique. D'accord. Il y a des questions parmi nos invités. Je vais passer la parole à Zélie Viennot, si vous voulez. Bonjour, déjà merci d'être là, j'ai beaucoup aimé votre œuvre et je voulais vous demander dans quelle mesure le folklore et la mythologie, donc notamment japonaise, avaient-elles influencé donc, votre travail? はい、この作品とても気に入りました。ありがとうございます。日本の童話であったり、日本の民謡であったり、そういったものから受けている影響っていうのは、ありますか？そしてあるんであれば何でしょうか？民話、難しいな。民話はどうなんだろうな。僕はどちらかというと、子供の頃からそうなんですけれど、海外のものをたくさん読んできたんですよ。というのが、さっきのお父さんと僕もそうなんですけれども、例えば、ナルニア国物語とか、ドリトル先生、ムーミンみたいな、どちらかというと、多くの子供がそうであるように、今自分がいる場所から違う別の世界へ行ってみたいって思うタイプの、人間だったんです。なので、僕が、自覚をしてないだけかもしれないんですけれども、どちらかというと、影響でいうと、海外のものの方が大きく影響を受けているような気はしています。もし、その日本の、民民話ですとか、そういったものに影響されているとしたら、それは多分、水木しげるさんの影響だと思います。子供の頃からやっぱり大好きだったんで、そういう怪奇と幻想、おどろおどろしい、その日常の裏にあるようなものっていうものは、大好きだったので、ひょっとしたらその影響を受けてるかなと思います。Alors, je dirais que comme peut-être beaucoup d'enfants, mais en tout cas, depuis que je suis petit, moi, ce qui m'attire, c'est plutôt ce qui vient de l'étranger, ce qui vient de l'extérieur. J'ai une envie d'évasion vraiment en lisant. Donc, j'ai pas le sentiment, mais c'est peut-être inconscient, cela dit, mais en tout cas, consciemment, je n'ai pas l'impression d'avoir été influencée directement par le folklore japonais. Je lisais beaucoup, voilà, Narnia ou Moomin ou le Docteur Dolittle, etc. Ça, c'était plutôt mes influences quand j'étais enfant. Cela dit, si on ressent une influence japonaise dans mon travail, c'est peut-être du fait de Shigeru Mizuki, qui est un auteur de manga japonais qui m'a beaucoup influencé, que j'aime beaucoup et qui travaille, on va dire, surtout sur les intrusions de l'étrange ou un peu de l'effrayant, du bizarre dans le quotidien. Et comme voilà, c'est un auteur que j'ai beaucoup lu, peut-être que son influence à lui se ressent dans mon travail. Merci pour votre question. Je vais passer la parole, on a une deuxième question, je passe la parole à Johan Hébert. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Alors ma question va rejoindre un peu celle qui vient d'être posée. Moi, c'était par rapport à cette espèce d'intérêt pour l'éthéré, pour l'intangible, pour l'éphémère qu'il y a dans un certain nombre des petites histoires de ce livre. Cette idée de quelque chose d'ancien qu'on ne peut plus atteindre, ou voilà, ces intrusions un peu de ces choses-là dans le quotidien de ces personnes, et peut-être justement de savoir d'où ça vient, cet intérêt-là. 今された質問とちょっと似てはいるんですけれど、それこそ、日常の中にどこか昔あったものがいなくなってとか、何かあったものをこう追いかけ続けるとか、不思議であったり、そういった現象が日常にこう入り込んでくるっていうのは、どこから来ているものですか？どうしてその世界っていうのをこの作品を通して見せたかったんでしょうか？僕は SF を書いても、恐怖と幻想みたいなものを書いても、
男女の話を書いても必ずと言っていいほど、テーマになってしまうものがあるんです。それは時間なんですね。で僕は、それを意図的に書いているのではなくて、話を考えていくと、なんか自然とどうしてもそういう話になってしまうんです。で僕は、昔から子供の頃からの癖なんですが、今という時間を10年後から見たらどう思うだろうっていうような視点があるんです。でそれは、今を生きながら同時に未来を生きることでもあり、未来から現在を振り返るっていうことは、つまり今は過去でもあるということなんですよね。でこの瞬間っていうのは過去、現在、未来、全ての時間が一体になったような感覚で生きているので、多分そういうものが自然と出ちゃうんだと思います。で怪奇と幻想、そのいなくなったりだとか、自分が自分にしか見えないものが見えるっていうのは、多分そういった、時間と自分との関係っていうものを、主観的に、捉えると、そういうふうになるんじゃないのかなと僕は思っています。Alors que je dessine des histoires qui soient un peu effrayantes, horrifiques ou fantastiques ou vraiment de science-fiction, il y a un thème auquel je reviens toujours systématiquement, c'est la question du temps. Alors c'est pas une intention volontaire de ma part, c'est que naturellement, presque, voilà, je me retrouve toujours à écrire, dessiner autour de ce thème, autour de cette question-là. En fait, j'ai une habitude depuis que je suis petite, c'est que j'ai tendance à imaginer, à essayer d'imaginer à quoi ressemblerait le présent, c'est-à-dire l'instant que je vis, euh, quel regard je porterai sur ce que je vis aujourd'hui dans 10 ans. Et donc, quelque part, si on adopte ce regard, c'est à la fois une façon de vivre aussi le futur en même temps qu'on vit le présent. Mais si on se place du futur, c'est aussi une façon de considérer que le présent, le temps actuel, est du passé aussi. Et donc, il y a un lien finalement entre ces trois temporalités qui fait qu'il y a ce cycle temporel quelque part qui m'intéresse beaucoup. Je trouve que ça donne de la perspective. Et si il y a ces intrusions, on va dire, du fantastique comme voilà, ou de quelque chose peut-être de surnaturel, on va dire, dans le quotidien, c'est parce que je crois que c'est une façon de, quelque part, de mettre en image ce regard subjectif que je porte sur le temps que je vis. Et donc, c'est une façon, on va dire, d'illustrer la subjectivité et ma réflexion par rapport au temps. あ Merci. のすみません。ちょっと一ついいですか？どうぞ。村上春樹のノルウェーの森って読んだことありますか？ Est-ce que vous avez lu La forêt de Norvège de Murakami Haruki? Là-bas, c'est peut-être alors j'ai plus peut-être le titre français exactement. C'est un livre de Haruki Murakami. すいません、ちょっとフランスのタイトルを今、調べさせていただきますね。はい。Je crois que c'est la forêt de... Si quelqu'un là, n'hésitez pas. Haruki Murakami, je ne sais plus exactement. Alors, je crois que c'est la balade de l'impossible, il me semble. Est-ce que vous l'avez lu, en tout cas? Moi, non. よ、村上春樹のノルウェーの森は、冒頭に、30を過ぎた主人公が出てきて、昔のことを回想して物語が進んでいくんです。で、その冒頭の30歳の、主人公の姿を一番初めに見せられることで、これから話が進んでいく本編の主人公の未来も見えるし、その主人公からすると過去を回想しているということですし、読んでいる読者からするとそれが同時進行で見えてくるっていう不思議な感覚があるんですよ。で、僕は昔からそういったような感覚で生きているので、多分、そういうものが自然に出ちゃうんじゃないかなと思います。
Dans ce roman de Murakami, c'est un peu cette question de la temporalité, en fait, elle est très prégnante. Au tout début du roman, on nous présente un héros qui a une trentaine d'années. Et en fait, toute l'histoire, c'est le déroulé de sa vie, mais quelque part en flashback, c'est-à-dire il se remémore les événements de sa vie. Et donc, pour nous, le héros, c'est à la fois le présent, puisqu'on nous l'a présenté en tout début de livre, c'est en même temps son histoire qui va se dérouler en parallèle de la vie qu'il mène. Et donc, il y a ces regards sur des temps présents, passés, éventuellement futurs qui se croisent et ça donne vraiment de l'ampleur au récit. Et j'ai toujours beaucoup aimé voilà, cette sensation-là. C'est comme ça que je vis le temps moi aussi. Donc, voilà, c'est un livre, on va dire, qui se rapproche un peu de mon travail aussi. Merci. Je crois qu'il y a une question de Zélie à nouveau, à moins que je me trompe. Zélie, je vous laisse la parole. Non, excusez-moi, j'ai oublié de baisser. Désolée. Ah, bon, pas de problème. J'aimerais que l'on revienne sur la composition des mystérieux hasards de l'hiver, c'est-à-dire des histoires courtes. Je me demandais dans quelle mesure c'était une nécessité pour lui de faire des récits courts, puisqu'ils sortent tous dans des revues ou des fanzines même. Quelle est cette nécessité? Est-ce qu'il y trouve du plaisir? Est-ce que le rythme de ces histoires est un rythme qui lui parle spécialement? Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière cette façon de faire, de composer? 今回のリングワンデルングなんですけれども、短編集ということで、この短い、短いストーリーをこう隣り合わせに一つの本にまとめるっていうことの、意味であったり、それがお好きなのか、必然的にそうなっているのか、そのあたり教えてください。僕は長編を書くよりも実は短編を書く方が大好きで、なぜかというと、その方が実験ができるからなんですよね。で、この本を読んでいただければ分かると思うんですけれど、いろいろな種類の話が入っています。男女の話もあれば、コミカライズ、原作があるものもあれば、怖いもの、恐怖ものもあれば、コメディもあれば、エッセイもある。で、僕はいろんなことをやりたくて、で、いろんな挑戦をしたい。できれば同じことは二度としたくないっていうタイプの作家なんです。なので、短編っていうのは僕にとって、最も刺激のある、創作の場所なので、機会があったらできるだけ短編を書きたい。ただ、一冊にまとめるには相当な量が必要になりますので、書いて書き溜めて書き溜まったところで一冊になったっていう形だと思っています。À vrai dire, je préfère vraiment dessiner des histoires courtes que de me lancer voilà, dans une histoire longue. Si ça me plaît, c'est parce que ça me permet vraiment d'expérimenter des choses, ce que je pourrais pas forcément faire sur un volume, sur une histoire qui courrait de bout en bout du volume. Là, comme vous pouvez le constater, dans ce recueil, on va dire d'histoires courtes, il y a vraiment des tas de genres différents qui se côtoient. Ça peut aller de l'histoire d'amour à une histoire vraiment fantastique, à une histoire un peu effrayante. Ça peut être une adaptation, on va dire, d'un comique ou d'une histoire originale en manga. Voilà, donc il y a tous ces genres qui se côtoient et ça me permet vraiment de toucher un peu à tout. Je n'ai pas vraiment envie de me restreindre. Je fais partie de ces auteurs qui, si possible, aimeraient ne jamais faire deux fois la même chose. Et donc, ce format me permet vraiment de laisser libre cours, on va dire, à la fois à ma créativité et puis à cette envie que j'ai de me diversifier. Donc ça c'est ce qui m'intéresse. Et en même temps, pour sortir vraiment, on va dire, un recueil d'histoires courtes, il faut quand même en avoir un certain nombre. Donc, le principe, c'est que je dessine, je continue à accumuler, on va dire, les histoires courtes et ensuite, ça me permet de les sortir comme ça en un seul livre. Quelle est sa façon de travailler? Quel est son quotidien? Est-ce qu'il travaille sur plusieurs histoires en même temps? Et combien de temps lui prend une histoire? 具体的な、仕事の仕方、作業の仕方についての質問なんですけれど、例えば、日々どれぐらい
書いていたり、同時進行で、例えばいろんな、お話を同時に書いていたり、それとも一つ書き始めると、もうそれに最後まで、完結するまで、専念するのか、具体的にどう、書かれていますか？はい。漫画を描くのは基本的に朝起きてから夜寝るまでずっと描いています。それでよく妻には、もっと私と時間を過ごしてくれと怒られています。それと、いくつもの仕事を同時進行でやってるんですけれども、やっぱり、一つのものに集中してやり始めるとどうしても夢中になってしまうので、時間の、割り振りみたいなものはとても難しくって、できるならば持っているものは全て一気に終わらせてしまいたいって思いながら、連載をしています。Je dessine du matin au soir et d'ailleurs, je me fais souvent rouspéter par ma femme qui aimerait que je passe plus de temps avec elle. Mais vraiment, je dessine des mangas du moment où je me lève au moment où je me couche. Après, je travaille sur plusieurs projets simultanément. Dans l'idéal, j'aimerais pouvoir les finir une fois que je les entame. J'aimerais pouvoir aller au bout et mener de front plusieurs projets tout en étant vraiment très assidue sur chaque projet. Malheureusement, c'est pas toujours possible en termes d'emploi du temps. Si je me mets à dessiner une série, par exemple, j'ai des contraintes de rendu, par exemple, de deadline. Donc, je suis obligée de composer et de travailler sur plusieurs projets simultanément. D'accord. もう少しいいですか？ Ah, どうぞ。はい。僕は、ごめんなさい。大学を卒業してから10年間普通に会社員をやっていたんです。なので、朝から夜まで絵を描いて、それが自分の時間すべて使えるというのは本当に嬉しくてしょうがなくって、いまだに朝起きると、あ、僕は漫画家なんだと思って、あの、絵を描けることがものすごい喜びなんです。だから、そうですね。時間があったら絵を描きたいと思ってしまいますし、いまだに楽しいです。Comme je l'évoquais tout à l'heure, au tout début de ma vie active, j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que salariée dans une entreprise. Et en fait, pour moi, c'est une telle joie de me dire que mon travail aujourd'hui, mon activité principale, c'est d'être mangaka, que je ne me lasse pas de dessiner. Chaque matin, quand je me réveille, j'ai toujours du mal à réaliser que je suis mangaka et que je peux vraiment consacrer tout mon temps au dessin. Donc, ça reste voilà, une joie absolument inépuisable. Je rappelle que vous pouvez évidemment poser vos questions en levant la main, donc n'hésitez pas. Je voudrais peut-être revenir sur quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'intrusion de figures, de fantômes et du fantastique dans les récits. En lisant les histoires de ce recueil, il y a des fantômes évidemment un peu partout, mais il y a aussi des couples un peu partout. Est-ce que pour lui, les deux vont forcément de pair? はい。先ほども少し、触れたことなんですけれど、現実の世界に少し幻想的なものがこう割り込んできたり、幽霊が何人か登場するんですけれど、その傍らカップルとか夫婦とかが必ず、登場するんですけれど、カップルと幽霊っていうのは、やはり、どこかこう一緒、ペアとして考えられていますか？どうだろうな。なんか日本人の感覚として、幽霊というのが、死んだ人ということであれば、すぐそこに隣にいるっていうことが感覚的に全然不思議じゃないんですよ。というのは、夏になれば、川を渡って死者たちがこちらに戻ってくるだとか、例えば、えー夏には慰霊の花火大会みたいなものがあって、その花火を死んだ者が見に来るだとか、そういったなんかこう、死んだ人と生きている人が隣り合わせにいるような世界っていうのが、日本にとっては多分すごい馴染みやすい宗教観だと思うんですね。で、そういうものがあるので、僕はその日本人が普通に感じている感覚を、漫画にしているっていうふうに僕自身は思っています。ただ、あまりそういうことをしている人はそう多くはないので、ひょっとしたら違うのかもしれませんが、僕にとっては
ごく普通のことをしているだけっていう感じですね。À vrai dire, pour moi, et je pense peut-être pour beaucoup de Japonais, pour la culture japonaise en général, les fantômes sont une présence qui est assez familière. On a l'impression vraiment de les côtoyer au quotidien. Il y a des occasions précises dans l'année où il est dit que les morts reviennent parmi les vivants, notamment l'été. Il y a des dates comme ça où les morts retraversent la rivière de l'au-delà pour retrouver les vivants. Je sais que chaque été au Japon, on fait notamment des feux d'artifice et on dit souvent que les morts viennent eux aussi assister aux feux d'artifice, par exemple. Donc je crois que dans notre culture, ce sont des présences qui sont vraiment très communes, qui ne sont pas peut-être, qui n'ont peut-être pas la même place ou qui n'ont pas ce symbole aussi effrayant qu'on peut l'avoir en Occident. Et donc je sais que tous les mangaka ne le font pas, donc c'est peut-être ça m'est peut-être propre aussi, mais en tout cas, moi, j'ai simplement le sentiment de dessiner quelque chose de très commun, qui n'a rien d'extraordinaire ou qui n'a rien d'exceptionnel, en tout cas, en faisant intervenir des fantômes. 2年前に義理の父親が亡くなったんですよ。で、春だったんですけれども、家の前を蝶が飛ぶと、ああ、あれはパパだ。ウグイスが鳴くと、あ、あれはパパだって言うんですよね。それは僕すごい自然なことだったんで、そういう感覚です。Il y a 2 ans, j'ai perdu mon beau-père, et je sais que depuis, ça arrive très souvent, par exemple, que, ma femme dise, «Tiens, il y a un papillon devant la fenêtre, ça c'est papa», ou alors, qu'on entende un rossignol chanter dans les arbres et qu'elle dise, «Ah tiens, ça c'est papa aussi», et donc je vis vraiment avec cette conception, je crois que c'est voilà, c'est quelque chose qui est ancré en moi. D'accord, merci. Il y a une question qui a été posée dans le chat. Vous pouvez évidemment poser vos questions aussi dans le chat. La question est la suivante. La plupart des mangaka produisent des mangas pour le marché japonais. Étant vous-même très influencé par l'étranger, la publication de vos mangas en dehors des frontières du Japon était-il un but pour vous? はい、先ほど、自分が読者として影響されたものっていうのが割と、海外のものだったっていうのをおっしゃってましたけれど、それこそ、はい。日本の漫画家の中には割と日本の読者向けに漫画を描かれている作家っていうのが多い中で、今回こうやって自分の作品が海外で読まれることになったっていうのは、やはりある、目標であったのか、そして、それがこう達成できたっていうことについての感想っていうのを教えてもらえますか？そうですね。僕にとって、大学の頃、バックパッカーをしていたんですよ。で、インドだとか、メキシコ、ガテマラ、中国、パキスタン、いろいろ行ったんですけれど、最後の卒業旅行でヨーロッパを行ったんです。で、チュニジアから入って、イタリア、フランス、スペイン、モロッコと行って、日本に帰ったんですけれど、初めてのヨーロッパでやっぱりものすごい刺激を受けたんですよね。で、僕は今まで、ヨーロッパの小説っていうものをすごいたくさん読んできたけれど、初めて目にするヨーロッパっていうものが、やっぱり巨大な石の建物を目の前にしただけで、おおって、こう、驚いて感動してしまうっていう思いがあったんです。で、僕にとってヨーロッパというのは子供の頃に憧れた国だったので、なんて言うんだろうな。自分の作品がまさか海外で読まれるなんて本当に夢にも思っていなかった。何しろ僕がその漫画家としてデビューしたのが35歳っていうとても日本の漫画家としては、ずいぶん遅いデビューだったんですよ。だから僕の作品が海外行って、しかもヨーロッパの人たちが読んでくれるっていうのは、もう本当にまるで夢のようっていう感じですね。自分が想像もしなかった未来がやってきてしまった、どうしようっていうような戸惑いの方が大きいです。
Alors j'ai beaucoup voyagé quand, j'étais étudiant. J'ai été un peu backpacker, je me suis promenée, je suis allée en Inde, au Mexique, au Pakistan, au Guatemala notamment et puis ensuite, pour terminer mes études, j'ai fait un très grand voyage, en Europe et un peu autour de l'Europe. Donc j'ai commencé par la Tunisie et puis ensuite je suis allée en Italie, au Maroc et enfin je suis arrivée en France. Et donc, c'est la première fois que je découvrais l'Europe. C'est vraiment un continent qui m'a toujours fait fantasmer parce que j'ai lu beaucoup de littérature ou justement de bande dessinée européenne. Donc, c'était un univers qui était pour moi complètement imaginaire jusque-là. Et là, je me suis retrouvée extrêmement émue, par exemple, de découvrir ne serait-ce que de très hauts immeubles, de très hauts bâtiments construits en pierre. Ça a été rien que ça. Tout à fait voilà, étonnant, émouvant pour moi. Et puis surtout, j'ai fait mes débuts en tant que mangaka très tard, puisque j'ai commencé quand j'avais, à peu près 35 ans, ce qui est très tard en fait pour démarrer une activité de mangaka au Japon. Et donc, je crois que jamais je n'aurais imaginé, dans toute la première partie de ma vie qu'un jour, le travail que je réalisais en tant que mangaka pourrait être lu, en Europe, en tout cas même juste à l'étranger. Et donc c'est à la fois un très grand rêve qui se réalise, et en même temps quelque part ça me fait peur parce que, c'est comme si un avenir, un futur dont je n'avais jamais osé rêver, était en train de se produire. Donc voilà, c'est un très voilà, un très grand accomplissement pour moi. Lorsque vous représentez Venise, par exemple, dans une des histoires, est-ce que vous avez d'autres représentations de Venise en tête? Est-ce que vous partez de quelque chose que vous avez lu ou vu et que vous avez envie de poursuivre ou auquel vous rendez un hommage? 今回ベネチアを舞台にした物語が一つあるんですけれど、ベネチアには実際行かれて、そして、漫画に登場するものの他にこうあったイメージとか、それこそ何か、他の作品、映画であったり、本であったり、漫画であったりから受けた、うんうん。イメージっていうのは何かありますか？ベネチアについてってことですか？はい、そうですね、ベネチアについて。はい。ベネチアは2016年に、2回目に行きました。で、その時にやっぱりいい街だなと思って、これはいつかここを舞台にして漫画を描きたいと思ったんです。で、僕はそうやって、実際に行って、ここはいいな、ここを絵に描きたい、舞台にしたい、じゃあどんな話がいいかなって言って、場所から話を考えるっていうことをよくやるんです。なので、ベネチアというのは、訪れてもちろん楽しくて素晴らしい街ですけれど、同時にやっぱりインスピレーションの街でもあるなぁと思っています。で、ベネチア、そうですね、もちろんベニスにシスとかは映画として大好きですし、マーラーの5番を聴きながら、あの、ベニスを散歩したりとかもしました。うん、そうですね。なんだろう。とても立体的な街っていうのはすごい昔から憧れがあるんですよ。それは日本も海外も問わないんですけれど、そういった意味で本当に迷宮に迷い込んだような気持ちになったので、うん、それがうまく漫画の中に入ってれば、落とし込めてればいいなと思ってます。Alors je suis allée, 2 fois à Venise. La seconde fois, c'était en 2016 et c'est vraiment lors de ma visite en 2016 que j'ai eu envie, d'imaginer une histoire qui pourrait se dérouler à Venise parce que je trouve que c'est évidemment une ville, magnifique, c'est une ville très inspirante et je fais souvent ça quand je vais, dans une ville, dans un lieu, j'ai tendance à imaginer quel genre d'histoire pourrait se dérouler dans la ville, donc ça m'a évidemment fait cet effet-là aussi quand je suis allée à Venise, donc beaucoup de ce que j'ai dessiné, vient directement de mon expérience, sur place. Après en termes de fiction autour de Venise, j'aime évidemment le film, Mort à Venise que j'ai vu, plusieurs fois. Et puis je me suis promenée dans Venise en écoutant par exemple La Cinquième de Mahler. Donc voilà, il y a évidemment comme ça des images, assez fortes, autour de Venise. C'est une ville, où je trouve les perspectives sont assez incroyables. Quand on s'y promène, on a l'impression de se promener dans un palais assez labyrinthique, et cetera. Et donc j'espère que j'ai réussi à rendre un petit peu de ces impressions que j'ai eues moi en tant que visiteur, dans le manga.
Vos histoires se déroulent souvent à l'extérieur, que ce soit à l'étranger ou dans la nature, en tout cas dans des lieux qui ne sont pas des lieux domestiques. Euh, il se trouve qu'à la fin du recueil, vous avez ajouté une postface qui est clairement écrite pendant un confinement. Je me demandais comment ces moments de confinement, ces dernières années, ont pu justement influencer ou avoir un effet sur votre travail et sur ce que vous avez envie désormais de représenter, de dessiner et de raconter. 森泉さんの作品を読むと、やはり、外を舞台に、それは海外であったり、自然の中であったり、そんなに、例えば家の中とかっていうのはそんなに舞台としてなくて、で、ただ今回の短編集の終盤にやはり森泉さんがこの作品はロックダウン中におそらく書かれたようなことが書かれているんですけれど、ロックダウン、隔離生活っていうのをやはりされたことによって、これからの作品に何か影響を及ぼしそうなのか、何かこれを経験したことで、この先の作はい。品に何か影響が出ると思いますか？その2年前に亡くなったっていう義理の父親なんですけれど、映画監督の大林信彦監督という日本では有名な映画監督なんですね。で、その方が常々言っていたんですけれど、アーティストというのはジャーナリストでなければならないってことをおっしゃってたんです。で、僕はその意見に本当に賛成で、どうしてかというと、芸術作品というものは現実のリアクションであるべきだと思ってるんです。現実と全く無関係なものっていうのはないんですよね。で、それが例えば、それこそ、なんだろうな、今だったら MeToo のこともそうですし、COVID のこともそうですし、しっかりとその価値観というものをアップデートして、作品の中に反映させなければいけない、そういうふうに思っています。それは、なんだろうな、さもないと、その無意識の中に古い価値観というものが出てきてしまうと思うんですよね。なので、かなり意識的に自分というものを、新しい世界に対して調整していかなければいけない、そういうふうに思っています。で、コロナに関しても同じくで、例えば、それこそコロナというものは、誰もがかかる可能性があると言いつつも、エッセンシャルワーカーである人たちがかかりやすいという現実があったりするんですよ。ということは、つまり貧富の差がそのまま致死率に影響するっていう世の中なわけです。そういったことを作品の中で少なくとも、意識した上で作らないと間違った価値観の作品ができてしまうと思う。なので、社会を見据えて、自分の常識人としての意見を持ち続けるっていうことで、少なくても、アフターコロナの世界での作品というものが出来上がってくると思っています。Je vous parlais tout à l'heure de mon beau-père qui est décédé il y a 2 ans. Il se trouve que c'était un réalisateur de films assez connu au Japon qui s'appelait Nobuhiko Obayashi. Et il avait, lui, l'habitude de dire quelque chose. Il disait les artistes doivent être quelque part des journalistes. Parce que pour lui, les œuvres devaient toujours être en réaction à la réalité. Il fallait qu'il y ait en tout cas que les œuvres et la réalité puissent se répondre et qu'il y ait une mise à jour de fait de la part des artistes pour rester vraiment dans leur temps et dans leur ère. Je crois que par exemple en ce moment dans notre quotidien, il y a des courants assez importants. Le mouvement MeToo en a été un et je pense que là le Covid est voilà une réalité qui a submergé vraiment quasiment la totalité de la planète. Et je crois qu'il y a une mise à jour nécessaire à la fois de ses valeurs et de ses connaissances au gré des événements, on va dire, qui bouleversent ce monde. Parce que sinon, je crois que inconsciemment,
ou en tout cas à travers notre inconscient, vont ressortir de vieilles valeurs, de vieilles perceptions, de vieilles conceptions du monde, qui feront que les œuvres que l'on crée ne seront plus d'actualité ou ne seront plus ancrées dans l'époque dans laquelle elles naissent. Or, pour moi, c'est important de rester en phase. On dit que le Covid, par exemple, a été un phénomène universel et c'est vrai dans une certaine mesure, mais il se trouve que les premiers exposés, par exemple, sont ceux qu'on a appelés les travailleurs essentiels, c'est-à-dire ceux qui vont au front et qui généralement travaillent dans des conditions de précarité bien plus importantes que la majorité des gens, ou en tout cas qu'une certaine frange de la population. Et donc, je trouve que c'est important de ne jamais perdre de vue voilà, tous ces éléments, on va dire, qui composent notre réalité actuelle, de façon à ce que les œuvres continuent d'être contemporaines. もう一ついいですか？ どうぞ。はい。それと僕は去年、このアスリープっていう本を出して、これは世界の中でたった一人だけ生き残った、女性が主人公になってるんですけれど、これはコロナ禍に書かれて、コロナの、中の状況を、偶話として SF として描いたものになるんです。どういうこと、何をしたかったかというと、僕たちは空間、つまり家の外に出れないっていう閉じ込められた状態だったんですけれども、それと同時に未来の約束ができないっていう状態だったわけです。つまりそれは今という時間の中に閉じ込められてしまっているっていう意味で、二重に、閉塞感を感じていたんだと思うんですよね。で、そういったことを作品にして、でも、未来に向かって少しでも希望があるものを書きたいなと思ったので、これを書きました。Et en parlant de Covid, justement, j'ai écrit l'an passé un livre qui s'appelle Asleep. Et en fait, c'est une histoire de science-fiction dont l'héroïne est une femme qui est la seule survivante sur Terre après l'épidémie. On a parlé de cette sensation d'enfermement tout à l'heure, vous l'évoquiez aussi. Je crois que pendant le Covid, on a été doublement confinés parce qu'on a été effectivement confinés à l'intérieur avec cette impossibilité de sortir de chez soi, mais on a surtout vécu en n'ayant aucune promesse d'avenir possible, c'est-à-dire il n'y avait pas de visibilité, pas de possibilité de se projeter vraiment dans l'avenir. Et donc, c'est comme si on avait été enfermé dans le présent aussi. Et donc, je crois que cette double sensation d'enfermement, j'avais envie de la représenter, d'en faire quelque chose et en même temps d'écrire une histoire dans laquelle il y aurait quand même une note d'espoir à la fin. Et donc, c'est comme ça qu'est né ce livre. J'ai très envie de lire ce livre. Il nous reste quelques minutes. Si vous voulez poser vos questions, et encore des questions, c'est le moment, c'est presque la dernière ligne droite. Pour rebondir sur l'idée de rester toujours au plus près de l'actualité et de l'auteur comme journaliste quasiment, je me demandais comment il faisait pour allier cette idée-là avec les adaptations qu'il fait. Il a notamment adapté George Orwell ou Murakami. Comment est-ce que par où passe cette nécessité quand on fait une adaptation? はい、先ほど、芸術家がジャーナリストでなきゃいけないっていう、大林監督がおっしゃっていたっておっしゃってましたけれど、例えば原作を漫画化しようということになると、その現実と原作に忠実でなければいけないわけなんですけれど、そのバランスっていうのはどうとっていますか？原作が書かれていたときに、表現したかった魂というものがあると思うんです。でそれは、実際に小説の中に、文章として書かれていないものかもしれない。でもそれを、読んだ僕たちは救い取って感じてるんですよね。それを2022年にもし読むとしたら、どういった形でそれを差し出せばいいんだろうかっていうことを考えるのが、コミカライズする、意義だと思っています。Je dirais que dans un projet d'adaptation, il y a la première étape qui est découvrir, on va dire, le livre, s'il s'agit d'un livre en l'occurrence en tant que lecteur. Or, même si ça n'est pas écrit à travers les mots, je crois qu'on perçoit toujours ce qui est l'âme de l'œuvre originale, l'âme du livre qu'on va lire. Et donc, cet esprit-là, on va dire, il faut
on va dire, le transposer à l'époque que l'on vit aujourd'hui, en l'occurrence 2022 par exemple, et donc s'imprégner suffisamment de l'esprit du livre pour pouvoir le retranscrire à travers un manga, et c'est ce que j'essaye de faire. Est-ce qu'il travaille en ce moment sur d'autres adaptations peut-être? Ou est-ce qu'il y a des auteurs ou un auteur qu'il aurait envie d'adapter? 今、例えば、原作をコミカライズする企画っていうのが、まあ、進行中のものっていうのはありますか？それともこの先、ぜひ、漫画にしてみたいっていう原作っていうのはありますか？多分今年の9月か10月ぐらいにコミカライズの本が一冊出るんですけれど、それは、今まで僕が書いていたものとよりも変わっていて、小説の中に出てくる夢のシーンをいくつか書いて集めたものになります。例えば、ヘルマン・ヘッセのクヌルプ、例えばバージニア・ウルフの波、ドストエフスキーのおかしな人間、おかしな人間が、見た夢だったかな。そういった、小説の中に書かれた、つまり作為的に書かれた夢を、コミカライズしています。はい。Il y a justement un ouvrage qui va sortir, enfin une bande dessinée, un manga qui va sortir en septembre ou en octobre, et il s'agit de la alors comicalisation, donc mise en image, on va dire manga, de séquences de rêves extraites de romans de la littérature classique. Il va notamment y avoir des séquences de rêves tirées de romans de Virginia Woolf, de Dostoïevski par exemple. Et donc ce sont voilà, des séquences choisies, des passages choisis vraiment de rêves ou voilà, de séquences d'imagination un peu oniriques que j'ai transposé en manga. Et donc, on en a fait un recueil qui sortira normalement à la rentrée. Merci. Je vais poser peut-être une toute dernière question. On a parlé des fantômes, des couples, mais je crois que le recueil est aussi traversé par deux sensations, la douceur d'un côté et la peur de l'autre, ou la frayeur en tout cas. Je me demandais laquelle de ces deux sensations il aimait le plus dessiner. はい。まあ、最後の質問になると思うんですけれど、まあ、はい。この短編集のいくつかの、物語に共通としてあるものに、例えば、まあ、優しさ、穏やかさの意味での優しさと、まあ、恐怖であったり、ちょっと怪奇であったり、まあ、両方が、あると思うんですけれど、書く上で一番書くのが好きだったり、得意だったりするのはどちらですか？うーん。どちらも僕自身ではあるんですよね。だから、どちらが書きたいものか、どちらが楽かみたいなものはそんなにないな。うんと、なんだろうな。うんと、難しい質問ですね。これって、僕はですね、漫画を描いてるときに、漠然とした読者に向けて漫画を描いてるというよりは、どちらかというと、子供の頃の自分に向けて描いているっていうような感じがあるんですよ。こんなものを読みたかったろっていう。だから、ドキドキさせてくれるような怖いものも読みたいし、でも安心しろ、世界は優しいぞ、お前のことを愛してる人がいるぞっていうふうにも言ってあげたいし、なんでしょうね、自分の子供のような、作品かなとは思ってるんですけれど、難しくないですか、自分の子供に何を求めるかって。Alors c'est une question difficile parce que les deux dimensions font vraiment partie de moi, on va dire. Il y a la douceur et il y a effectivement la peur, on va dire. Quand je dessine, en général, je dessine pas forcément en imaginant qui va lire mes livres ou qui seront mes lecteurs. Je crois que quand je travaille, quand je dessine, en fait, je pense toujours à celui que j'étais quand j'étais enfant.
Et c'est l'enfant qui est en moi quelque part, qui continue à dire: «Ah mais tu te souviens, toi, tu avais envie de lire ce genre de choses quand tu étais petit». Et donc j'essaye à la fois d'imaginer des histoires où, bah, effectivement, on a un peu des frissons, on a peur parce que c'est une sensation qu'on aime aussi éprouver quand on est petit. Et puis d'un autre côté, cette douceur, voilà, cet amour quelque part quand on est enfant, on a envie d'entendre, qu'on est aimé et qu'on a une place et qu'il y a des gens qui nous aiment, qui sont là autour de nous. Et donc je crois que ce sont ces 2 sentiments quelque part du petit enfant que j'étais qui transparaissent à travers, mes mangas aujourd'hui. Eh bien, merci, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient là, qui ont participé, qui ont écouté. Merci pour votre écoute. Merci.今日は À 本当 la に parole pour terminer. 今日は Oui, 本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。メルシーポーク。 Merci. Allez. merci beaucoup Takehito, merci Léa et Joseph, et merci à tous pour votre présence, c'était passionnant. Bonne chance à vous pour cette édition du prix BD, et nous on se retrouve pour la dernière rencontre lundi prochain à 11h. Toutes les infos vous seront envoyées par Maureen. Merci encore une fois Takehito pour votre présence et votre temps. Merci. 今日は本当にお忙しい中お時間をいただき本当にありがとうございました。この先も幸運を祈っております。はい。とても楽しい時間でした。Merci, c'était un moment très agréable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous et bon week-end. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.